Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur la radio web Dina et nous. Dans cette émission, nous essayons de décrypter l'actualité liée aux droits de l'enfant au Togo, en Afrique et dans le monde. N'hésitez pas à réagir sur nos pages Facebook et Twitter de Dina Info à travers le hashtag et nous. Vos questions et réactions nous permettent d'alimenter l'émission et nous. L'invité de ce numéro, Ghislain Aledi, il est le secrétaire exécutif du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo. Ghislain Aledi, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonjour et c'est à vous plutôt le merci. Le Comité national des droits de l'enfant a été installé par le Togo après des années d'attente, on va dire. C'était la semaine dernière au Togo que le gouvernement togolais a installé le CNE avec ses prérogatives. L'occasion pour nous de revenir sur la situation des droits de l'enfant au Togo. Droits de l'enfant, une lutte sans fin, c'est la question de cette émission. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la définition d'un enfant. On sait que c'est une question très banale parce que vous allez vous demander pourquoi cette question, mais parfois il est important de revenir sur cette définition juridique d'un enfant ainsi que la définition juridique des droits de l'enfant. Monsieur Aledi. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez, que Dina Info nous donne pour parler des droits de l'enfant dans son merveilleux studio. Félicitations encore une fois pour votre engagement par rapport à la question de l'enfant. Alors, s'entend de l'enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et cette définition se retrouve dans l'article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et l'article 2 aussi du Code de l'enfant au Togo. Et donc, lorsque vous naissez et que vous n'avez pas encore vos 18 ans, vous êtes considéré comme enfant. Et cette considération cesse à partir du jour où vous avez fêté votre 18e anniversaire. Donc, vous devenez majeur. Maintenant, en ce qui concerne les droits de l'enfant, juridiquement, on peut dire que les droits de l'enfant sont des prérogatives reconnues à l'enfant. Mais plus simple, je voudrais dire que c'est des besoins fondamentaux que l'enfant a et que ces besoins sont traduits et sont transformés en obligations à travers des codes. Vous allez voir, et c'est à travers des codes et mis dans des documents qu'on appelle chartes, conventions, codes. Et les codes là, c'est ça les articles. Vous voyez? Et à la différence des normes sociales où on dit par exemple qu'on ne se lave pas la nuit, qu'on ne balaie pas la nuit. Et ces normes sociales, vous n'allez pas jamais voir quelqu'un dire article 1, on ne balaie pas la nuit. Ça, c'est les normes sociales. Mais par contre, les droits, c'est dans des documents et vous allez voir, tel je citais la définition, article 1 de la Convention. Donc la Convention est le document dans lequel on parle des droits de l'enfant, aussi bien que la Charte africaine et le Code de l'enfant. Donc, les droits de l'enfant, c'est toutes les dispositions, tous les besoins rendus obligatoires aux parents, à la communauté, à l'État, et qui sont mis dans des documents qu'on appelle charte, convention, code. Alors, vous avez dit la définition juridique d'un enfant, c'est un mineur, bien tout être humain qui est âgé de moins de 18 ans. Cela veut dire qu'un enfant, même ayant fait quelque chose au-delà de... Parce qu'il est mineur, il a moins de 18 ans, il n'est pas responsable de ses faits. Il doit avoir 18 ans avant qu'on lui dise qu'il est responsable de ce qu'il fait. Non, là il y a quand même un petit bémol. Il y a un bémol parce que en matière de la juridiction pour mineurs, le Code de l'enfant au Togo a dit que avant 14 ans, l'enfant est pénalement irresponsable. C'est-à-dire que même un enfant de moins de 14 ans, disons un enfant de 13 ans, qui tue, est irresponsable par rapport à son acte. Qui commet un crime est irresponsable face à cet acte. Et l'État prend des mesures de protection pour cet enfant. Bien qu'il a tué, et bien que dans le code pénal, le crime, ça dit que tuer est criminalisé, c'est un crime et que c'est les assises qui doivent quand même en découdre. Mais c'est dit que l'irresponsabilité pénale de l'enfant est fixée à 14 ans. Donc avant l'âge de 14 ans, lorsqu'un enfant commet
soit un délit ou bien un crime, c'est vrai qu'on va l'appréhender, on va l'amener devant le juge, mais pas pour le punir, mais pour prendre des mesures de protection à son encontre. Parce que vous savez qu'il y a la vindicte populaire. Du fait qu'il a tué, on peut quand même vouloir le lyncher ou le tuer. Donc on l'amène devant le juge et le juge prend des dispositions pour le protéger. Maintenant, c'est lorsqu'il a 14 ans révolu et il y a des séquences d'âge qu'on peut quand même l'amener à la justice devant le juge, l'écouter et pouvoir le condamner. Mais condamner, c'est lorsque l'enfant a entre 15 et 10, entre 16 et 18 ans et lorsqu'il commet un crime. Quand il est dans l'adolescence, on va oui, dire. qu'on peut le condamner, mais en le condamnant, on ne peut pas le condamner de plus de 5 ans d'emprisonnement. Donc, en le condamnant, ça veut dire qu'on l'amène en situation de correction et c'est oui, c'est en ce moment qu'on est en train de vouloir le corriger. Oui, oui, ou bien dans sa correction. Bon, fondamentalement, les brigades pour mineurs ont vocation d'être des lieux de détention préventive en attente de jugement. Pour les enfants. Pour les enfants. Mais maintenant, lorsque l'enfant est jugé, il est allé devant le juge et le jugement a eu lieu et il est condamné, il va purger sa peine dans ce qu'on appelle les quartiers pour mineurs dans les prisons. Parce qu'il faut faire un distinguo entre les deux. La brigade pour mineurs n'est pas un lieu de détention après jugement des enfants, c'est un lieu de détention préventive. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas... Parce que c'est seul le juge peut dire que l'enfant est coupable ou pas. Et avant cela, donc il doit être gardé quelque part. Et c'est la brigade pour mineurs. Et maintenant, lorsqu'il sera jugé et il est condamné, on doit l'envoyer normalement dans ce qu'on appelle les quartiers pour mineurs, qui devraient normalement exister dans toutes les prisons. Mais malheureusement, au Togo, je crois que c'est seulement à Kara qui a le quartier, puisque c'est une prison moderne et actuellement encore à Palimé qu'on vient de construire, qui répond aux normes où on a des quartiers pour mineurs. Malheureusement, dans les autres prisons, il n'y a pas de quartiers pour mineurs. Alors, comment évaluez-vous la situation des droits de l'enfant au Togo? Oui, évaluer la situation des droits de l'enfant au Togo, nous pouvons dire que nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce que aujourd'hui, de notre action personnelle, nous avons 20 ans d'expérience dans le domaine des droits de l'enfant. Et c'est comme hier, on se rappelle, dès qu'on a commencé nos premiers pas dans les questions des droits de l'enfant, vraiment, ce n'était pas rose. Mais aujourd'hui, du côté de l'État, on voit quand même une volonté politique qui se traduit par la ratification de toutes les conventions. Et au passage, je dis que la C2 est la convention la plus ratifiée. La quasi-totalité des États membres de l'ONU l'ont ratifiée. Et aujourd'hui, nous avons 196 ratifications, sauf les États-Unis. Et là, on s'en félicite. Au-delà de ça aussi, nous avons la charte africaine. Et au Togo, au-delà de tout ça, là, contrairement à d'autres pays comme le Sénégal et le Bénin qui n'ont pas un code, le Togo, par rapport à sa volonté politique d'adresser les questions des droits de l'enfant, s'est doté depuis 2007 d'un code de l'enfant qui, avec ses 457 articles, essaie d'encadrer, de faire la promotion des droits de l'enfant et de faire aussi la protection des enfants contre la violence qui leur est faite. Alors, vous avez parlé des différentes thématiques, mais on sait que quand on prend les droits de l'enfant globalement, il y a des cas qui se présentent, par exemple les enfants en situation de rue, les enfants dits sorciers accentués dans la région centrale, les enfants en situation de rue. Le constat est fait souvent dans la capitale togolaise. Aujourd'hui, dans les grandes villes aussi. Dans les grandes villes, mais plus précisément dans la capitale togolaise Lomé. Aujourd'hui, comment arriver à prendre des mesures nécessaires pour mettre un terme à ces phénomènes? Oui, comment arriver? Je crois que déjà les mesures nécessaires y sont. Mais si ces mesures, parce que la loi normalement interdit le fait que les parents soient irresponsables et qu'ils puissent laisser à volo leurs enfants qui se retrouvent dans la rue. Et Edwige, je vais vous surprendre, quand vous regardez fondamentalement la plupart des enfants de la rue, vous serez ahuri d'entendre les enfants évoquer les raisons pour lesquelles ils sont dans la rue. J'ai passé
7 ans de ma bosse parmi les enfants de la rue. J'y ai travaillé, c'est là même la porte d'entrée dans les questions de droits de l'enfant. Et vous serez sidéré d'apprendre qu'un enfant qui a été envoyé par son père pour aller acheter une lame à 25 francs et qui malencontreusement a perdu la lame, le papa dit, si tu ne ramènes pas les 25 francs, ne reviens plus à la maison. Et cet enfant fait 2 ans dans la rue. Il se retrouve dans la rue. Dans la rue. Juste à cause de 25 francs qu'il a perdu et qu'il n'a pas pu acheter la lame, ne revient pas à la maison. Donc, c'est des raisons vraiment qui ne valent même pas la peine, qui conduisent ces enfants dans la rue. Et donc, par rapport à votre question, vous allez voir que les mesures ne pouvaient être que vraiment la prise de conscience, pour une meilleure responsabilité des parents, parce que c'est leur irresponsabilité qui envoie les enfants dans la rue. Parce que je précise que la rue n'a jamais enfanté un enfant et que c'est nous qui les enfantons, mais notre irresponsabilité les conduit au niveau des rues. De la même façon, vous vous imaginez un parent qui dit à sa fille, par exemple, qui est en train de dormir, oui, tu es en train de dormir, qu'est-ce qu'on va manger demain? Une fille qui est par exemple en 6e, quand on lui dit ça, elle est obligée de se lever, aller se pavaner dans la rue, juste pour enquête d'un homme, afin qu'on puisse... C'est le phénomène de prostitution avec justement, oui, tout c'est la question des enfants dans la rue, c'est une question vraiment globale dans laquelle on va voir toutes les thématiques. Il y a le travail des enfants, l'exploitation des enfants, le proxénétisme, la prostitution des enfants. Tout ça, là, quand on prend globalement les enfants en situation de rue, on peut détecter tous ces phénomènes là-dedans. Et tout ça, là, quand vous regardez, vous faites une analyse pointue, vous retrouverez que c'est l'irresponsabilité des parents qui envoient ces enfants dans la rue. Comment amener les parents à faire face à leurs responsabilités dans ce cas? Oui, et comment amener les parents à faire face à leurs responsabilités? Je crois que d'une manière ou d'une autre, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Les mesures sont là pour condamner, mais il faut des programmes, des projets, des programmes pour sensibiliser davantage les parents, faire ce qu'on appelle la mobilisation sociale pour que les parents eux-mêmes soient les garants du maintien de leurs enfants au sein de la famille. Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire que oui, si les enfants sont dans la rue, c'est parce que quelque part le peuple ou la population est pauvre. Je suis foncièrement contre ce concept de pauvreté parce que en réalité, le concept de pauvreté tel que on le colle à l'Afrique, vraiment, il n'y a pas de rapport entre la vie des Africains et le concept de pauvreté. Un indicateur de la pauvreté dit que c'est lorsque vous n'arrivez pas à avoir 3 repas par jour. Et je vous pose la question. Entre nous qui sommes à Lomé, qui à peine on prend le petit déjeuner, à peine on mange le midi, ou bien c'est à midi qu'on se vautre bien, le soir on dit que non, il faut prendre le thé, il faut manger le léger. À peine on a 3 repas par jour. Par contre, au village, qu'il y ait de la nourriture ou pas, on va manger le matin, à midi et le soir. Mais parmi nous, si on prend cet indicateur qui est pauvre entre les villageois et nous qui sommes à Lomé, c'est nous qui sommes pauvres parce qu'on n'arrive pas à assumer les 3 repas par jour. Donc vous voyez que je dis qu'il n'y a pas de rapport parce qu'on doit trouver d'autres indicateurs pour définir la situation. Et je dis que la pauvreté n'est pas un état de fait et les Africains ne sont pas pauvres tout simplement parce que la situation des enfants des Africains est souvent en dents de scie. Aujourd'hui, il y a des moyens parce que les récoltes ont bien marché, il y a de l'argent. Demain, ce n'est pas le cas. Donc, on parle plutôt de précarité. On a une vie précaire au lieu d'avoir la pauvreté. La pauvreté, c'est comme dans les pays, pas jadis, la Somalie, où il y a la guerre, il n'y a aucune activité. Et vous savez que de janvier à décembre, vous n'avez rien. Il n'y a même pas... Vous êtes en guerre, vous êtes en conflit. Justement, et il n'y a aucune activité, vous n'avez... Mais l'Afrique, non. L'Afrique est en train de sortir de l'ornière. On sait qu'il faut parler plutôt de précarité. De précarité, parce qu'on n'a pas... On ne thésaurise pas. Par exemple, et là aussi, les paysans ont raison. Et pour thésauriser l'argent, comme nous on le fait ici, il faut avoir une banque. Dites-moi dans les villages combien de banques existent.
Et mieux, lorsque on Les parle... regroupements, maintenant, les coopératives. Les coopératives, au-delà des coopératives, quand on parle des microfinances, les gens exploitent les populations. Entre-temps, j'ai vu une liste de 13 microfinances qu'on a fermées, tout simplement parce qu'ils ont pris l'argent. Vous voyez, on dit, il y a un de mes amis qui dit qu'en réalité, le paysan n'a pas de problème, c'est nous qui créons des problèmes aux paysans. Donc, si le paysan décide... La pauvreté sur la situation des droits de l'enfant, il ne faut pas faire ce lien. Non, il ne faut pas faire ce lien. Non, de précarité et de responsabilité des parents. La preuve, Edwige, les gens, nous avons eu à avoir des ONG qui ont dit, oui, la pauvreté, pour pouvoir s'occuper des enfants, il faudrait que on puisse faire ce qu'on appelle, j'ai dit, les AGR, les actions génératives de revenus. On prend un monsieur dans la famille, dans une collectivité, on dit qu'il est pauvre, mais bon, on identifie une AGR, dit que je veux avoir un moulin. Maintenant, ce moulin, lorsqu'on lui amène, on dit, bon, il a par exemple 5 enfants, si il est meunier, les dividendes qui sortiront du moulin vont se permettre de mieux s'occuper de la scolarisation de l'enfant, et de la vie, de la survie de l'enfant. Mais le conseil est lequel? Dès que ce monsieur a le moulin, d'abord, il devient le mari de toutes les femmes du village. Et il en fait d'autres enfants. Il oublie de prendre soin de son enfant. Oui, et au lieu de s'occuper de ses enfants, il en fera encore 10 à gauche et à droite. Et ça devient au-delà de ceux qui sont les 5 qu'on voulait protéger en mettant l'AGR, qui deviennent plus vulnérables parce que il y a d'autres encore qui sont là et qui sont encore plus malheureux. Vous voyez? Donc pour dire que en réalité, on veut relever le niveau économique de ce monsieur. Mais l'inconscience, l'irresponsabilité fait qu'on crée d'autres problèmes. Donc, la solution n'est pas dans relever. C'est vrai qu'il faut quand même vivre décemment, mais il faut mieux analyser pour vraiment accroître. Ça dit que quand on fait les AGR, il faut un autre programme de sensibilisation et de prise de conscience pour que les gens ne dévient pas, parce que j'ai les moyens, je suis libre de coucher avec la femme de n'importe qui. Et maintenant, on crée même des antécédents dans le village. Parce que tous les maris viennent, comment dirais-je, maintenant au niveau du moulin, et le meunier qui est même chargé de faire, parfois il fuit. Et on n'a plus, les femmes retournent à leur truc pour montrer les trucs à vous voyez? Alors, dans vos dires, vous avez parlé des engagements, on va dire, internationaux pris par l'État togolais. Oui. Aujourd'hui, quand on prend ces engagements, est-ce qu'ils sont respectés? Oui, je pouvais dire en partie. En partie, ils sont respectés, mais le bémol se trouve seulement dans le système de budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Parce que, oui, ratifier une convention ou une charte veut dire que dorénavant, toutes les dispositions contenues dans la charte ou dans la convention doivent être traduites dans les faits dans le pays. Mais pour que cela se fasse, il faudrait nécessairement des moyens. Je prends un exemple banal. De la convention comme la charte africaine, l'article 11 de la charte africaine comme la convention disait qu'il faudrait que l'école soit gratuite. Et ça c'est un respect, c'est un des droits de l'enfant, l'école de base soit gratuite. En 2008, le chef de l'État a décidé que, de supprimer les frais de scolarité au niveau du primaire, du préscolaire. Oui, il a supprimé, on dit bravo, mais la gratuité c'est un paquet. C'est-à-dire qu'on payait ça et ça permettait d'acheter les manuels, les craies et tout ça là. Maintenant, quand le chef de l'État dit non, on ne paye pas, voilà, il n'y a pas, je dis qu'il n'y a pas, il y a nuance, il n'y a pas encore gratuité, c'est un pas vers la gratuité. Parce que la gratuité, c'est un paquet. Il y a effectivement la suppression des frais scolaires, comme le chef de l'État l'a fait. Il y a les cantines scolaires, normalement, d'une façon holistique, dans toutes les écoles, que ce soit privées ou bien officielles. On devait avoir les cantines scolaires pour que les enfants, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut la rémunération, une meilleure rémunération des enseignants. Il faut les manuels, les livres là. Il faut donner ça gratuitement. Je crois que cette année, CP1, CE1, CE2, CP1, CP2, C1, on a commencé par donner gratuitement. L'État donne gratuitement. Donc je dis que c'est des pas à pas, parce que c'était la suppression. Après, c'est les cantines dans 2 régions. Je crois que c'est Savane et Kara. Maintenant, on est en train d'aller vers la gratuité des manuels. Les kakis, tout ça là devait être fourni par l'État. Donc progressivement. Mais où est-ce que l'État doit trouver l'argent pour le faire? C'est facile de dire oui, il ne faut plus payer. Mais quand on ne peut pas payer, il faudrait que l'État débourse. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que
effectivement, il reste à ce que l'État s'engage. En disant, en prenant ces engagements, c'est que ça a un coût. Et maintenant, évaluer le coût pour mettre ça sur le budget national et pouvoir traduire aisément. Sinon, les agents de l'État sont là, ils sont conscients, mais toujours quand vous essayez de contacter les gens, on dit qu'il n'y a pas de moyens. Parfois, certains services de l'État sont obligés de se rabattre sur les ONG pour pouvoir trouver les moyens pour assouvir les droits de l'enfant. En parlant justement de ces moyens, on parle également de la budgétisation sensible. Vous allez relever ce cas. Aujourd'hui, comment amener l'État à respecter ou bien à appliquer ces budgets dans les différents programmes? Quand on parle, par exemple, ce n'est pas seulement le ministère de l'Action sociale qui se charge des enfants, mais que ça soit dans tous les ministères, dans toutes les directions et inspections. Oui, généralement, quand on parle de la budgétisation sensible aux droits de l'enfant, sur le plan mondial, on a ciblé 3 secteurs. C'est le secteur de l'éducation, le secteur de la protection et le secteur de la santé, et pour la petite enfance. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau de l'éducation, chapeau au gouvernement togolais, parce que le montant ou le ratio par rapport à la question du gouvernement est arrivé à, je crois, au niveau de l'éducation, c'est 25% de l'ensemble du budget. Donc, un seul secteur, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, disons que par rapport au Togo, on crée des ministères, on les casse, on les fusionne, on les diffusionne. Disons que si on prend une moyenne de 15 ministères, donc, normalement, si on prend les 100%, on doit essayer de répartir les 100% sur les 15 ministères. Mais le ministère de l'Éducation seulement prend 25%, 24, quelque chose pour cent du budget national. Et donc, avec ça, c'est 75% que les autres secteurs doivent se partager. Donc, il y a déjà un léger mieux par rapport au ministère de l'Éducation. Mais là, il y a un autre souci, je crois que ce n'est pas, on aura l'occasion d'en parler, parce que vous allez me dire, oui, pourquoi 25% du total du budget, mais avec tous les problèmes que le ministère a, on peut donner des informations par rapport à une autre émission, on en parlera. Mais au niveau, le parent pauvre, au niveau de la santé aussi de la petite enfance, il y a quand même un léger mieux aussi, parce que vous savez, il y a toujours des programmes de vaccination, il y a des mais là où le bas blesse, c'est la question de protection. Où jusque-là, on tourne autour de 1% du budget total qui est affecté au niveau de la DGPE pour faire le travail. Mais je peux dire, sans me tromper aussi, que ce pourcentage que l'État affecte est un peu erroné. Erroné pourquoi? Parce que la dernière fois à une réunion, on en parlait, où la société civile ne fait pas l'effort de pouvoir capitaliser tout l'investissement qu'il fait au niveau du Togo. Imaginez tout ce que Plan Togo investit dans la protection de l'enfant. À l'époque, il y a Terre des Hommes, il y a FODET, tous ceux qui sont là, il y a BNCE, il y a Creuset, tout cela, si au moins chaque année on pouvait envoyer nos rapports et dire à l'État, voilà ce que nous investissons, et faire aussi des prévisions, l'État cumulerait nos prévisions et nos dépenses, et on aura quand même une nette, voilà, et on aura une nette proportion, une nette idée de ce qu'on met au niveau de la protection, parce que c'est seulement au jour d'aujourd'hui, on comptabilise seulement ce que l'État fait. Or, toutes ces ONG, c'est l'État qui a donné l'autorisation et elles sont au Togo. Mais maintenant, tout l'investissement est fait au Togo, pas sur une autre. Il faut capitaliser l'ensemble de l'investissement pour voir quand même à combien représente la protection, c'est-à-dire que le montant de la protection au Togo. Alors globalement, on va dire que la situation des droits de l'enfant avance. Ça s'améliore, ça s'améliore. Parce que je pouvais dire que à travers tous les engagements, nous notons la volonté politique, mais seulement ce que nous pouvons dire au niveau du gouvernement et plus précisément au niveau du chef de l'État, c'est de dire que oui, le chef de l'État a fait une politique sociale, mais il faudrait aussi que la question des droits de l'enfant soit une priorité dans l'agenda politique. Les gens confondent souvent la priorité dans l'agenda politique à la volonté politique. Au Togo, nous pouvons noter avec aisance qu'il y a une volonté politique. Parce que ailleurs... Vous dirons qu'il y a plus que prioritaire que les droits de l'enfant.
Oui, mais dans tous les cas, oui, le gouvernement, oui, ils peuvent le dire, mais sauf que dire aujourd'hui qu'il y a d'autres priorités que les droits de l'enfant, moi je dis, certes c'est vrai, mais c'est naviguer à vue. Parce qu'un pays qui veut avoir de l'avenir, qui veut vraiment se construire, doit investir sur ses enfants. Aujourd'hui, quand on parle de la Chine, on parle des États-Unis, du Japon, le Japon sait. On a eu, entre-temps, au Togo ici, on dit Vision 2035. C'est comme ça qu'un pays doit être dirigé. Aujourd'hui, si nous voulons, vous allez au Japon, vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, les gens savent, ils veulent avoir à 2045 2000 ingénieurs aéronautiques. Aujourd'hui, il y a les enfants qui sont au cours primaire. Par exemple, avec notre lycée scientifique, on les conduit comme ça et on sait qu'on aura ces ingénieurs parce que nous voulons développer notre pays. Mais si on est en train de faire ce que les gens appellent le day-to-day, ce qui est aujourd'hui et maintenant, oui, on navigue à vue parce que les gens, aujourd'hui, quand nous allons en Europe, aux États-Unis, tout ça, là, on voit les merveilles. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens construisent ça. Ils ont d'abord investi dans leurs enfants et investi, c'est l'éducation. Savoir pour avoir des techniciens, il faut ceci. Parce que notre problème aussi, que si on n'investit pas dans les enfants, on ne va pas croire à nos enfants et on ne va pas croire à nos techniciens. Comme ça se fait aujourd'hui. Edwin, je vais vous étonner, mais lorsque vous allez au Bénin à côté et que vous avez un master et vous revenez au Togo avec celui qui a un master au Togo, quand on vous présente, celui qui est allé au Bénin faire le master est plus prisé que celui qui est... Pourquoi? Nous-mêmes, on a construit notre système, mais on ne fait pas confiance à nos systèmes. Il y a problème. Et c'est parce que c'est comme ça que les étrangers viendront dire qu'ils vont continuer par construire notre pays. J'ai dit sur, comment dirais-je, l'information mondiale, on a appris. C'est au niveau de l'Union africaine, c'est les Chinois qui sont venus construire, comment dirais-je, le siège. Mais en mettant des micros bizarres et des systèmes qui puissent prendre toutes les informations. Mais si on avait investi dans les Africains et qu'on disait que oui, les Chinois voulaient quand même nous aider, mais nous faisons confiance à... Je crois que les gens auraient détecté tout ça. Mais tant qu'on ferait confiance aux autres et on ne croit pas à nous-mêmes, je crois qu'on va toujours faire du surplace et il y aura des problèmes. Donc, il faut investir dans les enfants si nous voulons vraiment devenir l'Eldorado de demain. Alors, pour finir, la question de ce sujet, c'était les droits de l'enfant, une lutte sans fin. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord parce que même dans les pays les plus développés qui ont fait 200 ans de démographie et de démocratie, il y a toujours des questions des droits de l'enfant. Parce qu'ils continuent par aller au niveau du comité pour présenter c'est-à-dire que leur situation des droits d'application de la CEDE. Donc c'est une lutte sans fin, on continuera, mais on verra, on va noter toujours que des avancées, il y a toujours des avancées par rapport à ce que chaque État est en train de faire sur les questions des droits de l'enfant. Le 20 novembre, ce serait les 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, quel sera, vous, votre message en tant qu'acteur de défense des droits de l'enfant? Oui, notre message, d'abord, c'est d'abord de remercier le chef de l'État parce que nous voulons dire que c'est lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir qu'il y a eu une célérité dans la question des droits de l'enfant parce que nous sommes là depuis 2004 quand FODET était créé. Il fallait quand même faire en sorte que le code de l'enfant soit adopté. Mais en 2007, quand le chef de l'État a quand même dit et conduit, c'est-à-dire autorisé la législature de le faire, le code de l'enfant avait fait un processus de 11 ans sans être adopté. Chaque fois, on veut, mais ce n'est pas une priorité. Et donc, nous le faisions à l'époque avec le Sénégal, mais jusqu'à ce jour, le Sénégal n'a pas eu, le Togo l'a eu. Et donc, je crois qu'il faut féliciter le chef de l'État. Et maintenant, dire que la question des droits de l'enfant, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. Ce n'est pas l'apanage des ONG, c'est l'apanage de tout le monde. Tel Djina Info est en train d'apporter sa contribution pour la réalisation des droits de l'enfant à travers de pareilles émissions. Chacun doit aussi apporter du sien
Tout simplement parce que nous devons avoir un autre regard par rapport aux questions des droits de l'enfant. Nous devons savoir ce que nous appelons par droits de l'enfant. Nous devons savoir qu'est-ce qui est interdit au niveau des droits de l'enfant et que nous n'avons pas besoin de faire le policier. Le code de l'enfant nous donne l'opportunité, lorsque nous voyons quelque chose qui se fait et qui est contraire à ce que la loi dit, avec Allo 1011, nous pouvons signaler rapidement dans l'anonymat que dans ce quartier, il y a problème. Lorsque nous voyons, nous allons pas pour manger à midi et que nous voyons par exemple les enfants en train de laver des assiettes, or on sait que normalement leur place, c'est l'heure de l'école, il faudrait qu'on sensibilise la dame, qu'on signale cela lorsqu'elle ne veut pas obtempérer, qu'on signale cela, que les gens puissent remettre cet enfant dans le droit. Et c'est comme ça que nous tous, on peut contribuer à la réalisation des droits de l'enfant. Sinon, j'avais dit qu'il fallait mettre de l'argent, oui, on peut mettre des milliards, mais si la conscience ne nous interpelle pas par rapport à la question de la réalisation des droits de l'enfant, les milliards peuvent exister, mais personne ne peut réagir positivement pour faire avancer les droits de l'enfant. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que nous étions aujourd'hui dans cette émission, et nous, avec le secrétaire exécutif du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, Ghislain Alédi, il a dit, la lutte pour les droits de l'enfant incombe à nous tous. Quand vous voyez un enfant travailler alors qu'il doit aller à l'école, amenez-le à aller à l'école, essayez de sensibiliser la personne qui utilise cet enfant-là, peut-être dans le marché ou dans d'autres endroits. Voilà, dans un bar ou dans d'autres endroits. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour cette émission et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission et nous consacré aux droits de l'enfant au Togo, en Afrique et dans le monde.